Et salut à tous, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu le behind the scene d'une des activités que j'ai réussi à monétiser récemment qui me permet de vivre et de voyager à plein temps à l'étranger. On est parti. Donc comme tu l'as vu dans le titre, cette activité est la plongée sous-marine et dans cette vidéo, je vais me focaliser plus précisément sur l'activité, le métier d'instructeur. On commence par un petit behind the scene de la journée typique. Donc il est 6 h du matin quand je me réveille aux aurores, douche, visualisation, un petit peu de yoga. J'ai toujours une routine qui me permet de rester ancré à mes habitudes que j'avais déjà en France avant tout simplement de me diriger vers le dive center. Il fait encore nuit, mais la vue elle est plutôt sympathique. On se réveille vraiment dans le calme, il y a très peu de personnes encore sur la route et on arrive au dive center. Dive center qui est plutôt sympathique, tu vas le voir, il y a une piscine, tout ce qu'il faut, des salles de classe, une cuisine, une arrière-cour et bien évidemment tout l'équipement. Le premier rôle de la journée, la première tâche, c'est de charger tous les sacs sur le 4x4 avec les cylindres et ensuite de rejoindre un embarcadère qui va nous permettre en fait de charger tout le bateau rapide et ensuite d'aller chercher les clients pour pouvoir les emmener sur le site de plongée. Donc c'est une tâche un peu de manutention, tu travailles souvent avec des locaux. Tous les centres de plongée ne payent pas les instructeurs et les dive masters pour faire cette tâche. Ça va dépendre un petit peu de l'infrastructure. Généralement, plus l'infrastructure est grosse, plus il va y avoir un staff dédié, plus l'infrastructure est petite, plus tu vas être peut-être sujet à faire ce genre de tâches. Donc, il faut bien faire attention de voir si ça va être rémunéré ou non. Chose marrante, ce jour-là, la marée basse nous a complètement empêché de charger l'équipement. Donc, c'est les locaux qui ont fini le chargement. Ça nous a permis et ça m'a permis d'économiser un petit peu d'énergie. Surtout que la communication, quand il y a des soucis avec les Thaïs ou si tu bosses en Indonésie ou même aux Philippines, elle n'est pas toujours évidente parce qu'ils ne parlent pas forcément très bien l'anglais. Donc, on parle un petit peu avec les mains et on se débrouille comme on peut. De retour au centre de plongée aux alentours des 7 h 45, on accueille les clients, donc qui peuvent être des élèves ou bien des personnes qui sont déjà certifiées, qui viennent tout simplement faire ce qu'on appelle des fun dives. Aujourd'hui, la personne que j'ai, c'est tout simplement un étudiant, quelqu'un qui passe sa certification d'open water, un niveau 1, qui va lui permettre ensuite plus tard de voyager et de pouvoir faire ce qu'on appelle des fun dives. Donc, chose marrante, c'est que cet étudiant est polonais, donc j'ai une assistante qui va me traduire mon anglais, déjà que ce n'est pas un anglais natif, en polonais puisqu'il ne parlait pas très bien l'anglais ni même ne le comprenait. Donc c'est aussi quelque chose de très intéressant dans ce métier, c'est que plus vous parlez de langue, plus vous avez de skills en langue, plus ça vous permet de trouver du travail. Donc si vous parlez français, anglais, espagnol, allemand, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de travail que si vous ne parlez qu'anglais, parce que des instructeurs qui parlent l'anglais, il y en a plein. Si vous parlez anglais, chinois, coréen, alors là bien évidemment vous allez aussi trouver plein d'opportunités, mais comme vous vous en doutez, c'est pas aussi évident que ça d'apprendre des langues vivantes. Mais voilà, je vous recommande quand même de pouvoir avoir peut-être minimum 2 langues, anglais, français, ou ça peut être anglais, allemand ou français, allemand. Ça dépend de l'endroit d'où vous venez. Donc, on fait un petit brief. Le briefing, ça vous permet en fait de faire connaissance avec la personne et aussi de lui expliquer ce qu'on va faire. Là, en l'occurrence, on fait le briefing avec les explications parce qu'on va aller tout simplement en pleine mer. Et du coup, après cette phase-là, on rejoint le speedboat sur la plage. 30 minutes de speedboat, on équipe l'élève, on fait le pre-dive check et on apprécie d'abord cette superbe vue avant de sauter dans l'eau. Donc voilà, généralement en tant qu'instructeur, on va faire entre 2 et 4 plongées par jour. Ça va dépendre un petit peu du centre de plongée dans lequel vous travaillez. Je vous mets quelques images, que ce soit des exercices, du type d'exercice qu'on fait en pleine mer ou bien la vie marine. Donc vous allez voir, c'est plutôt sympa. Petite parenthèse, bien évidemment, une fois qu'on va en pleine mer, ça demande de la rigueur. Donc, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Ce métier-là, vous avez quand même la sécurité, la vie des gens entre vos mains. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en termes d'hygiène de vie, en termes de lifestyle. Quand vous êtes en pleine mer et que vous devez faire des remontées d'urgence ou apprendre un certain nombre d'exercices, vous devez quand même être très rigoureux. Après cette phase d'entraînement, on regagne le dive center.
Il est déjà aux environs du début de l'après-midi, donc vers 13 h, et le déjeuner est fourni, donc ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les centres de plongée, mais ça arrive très souvent que sur les bateaux, ils donnent des snacks ou parfois un déjeuner. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, puisque si vous avez le petit déjeuner, comme c'était le cas plus tôt dans la vidéo, et aussi le déjeuner, ça vous permet aussi d'économiser de l'argent. Alors là, vous vous dites, ok, d'accord, c'est cool, Charlie, tu finis à 13 h. Eh ben non, parce qu'en fait, il faut aller aussi décharger le bateau, le speedboat, tous les sacs, ramener tous les sacs au centre de plongée, ramener tous les cylindres pour pouvoir nettoyer tout l'équipement et puis recharger tous les cylindres qui sont vides d'air. Donc bien évidemment, on se sépare les tâches, mais c'est aussi parfois votre rôle en tant qu'instructeur ou dive master de faire ces tâches selon l'accord que vous avez avec le centre de plongée pour lequel vous allez travailler. Et non, encore une fois, la journée n'est pas finie puisque les centres de plongée, surtout en haute saison, accueillent un flux de clients et parfois c'est un petit peu imprévisible. Pour le coup, cette journée-là, donc j'ai fait un élève en pleine mer et l'après-midi, j'ai eu une personne, un client qui est arrivé pour faire un refresh, donc pour faire un petit peu, pour réviser un petit peu des compétences puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plongé. Donc dans ce cas-là, il faut bien s'occuper de la personne, donc de lui faire un petit cours théorique, de l'emmener dans la piscine. Donc ça prend peut-être 1 heure, 2 heures supplémentaires, ce qui nous amène forcément à la fin d'après-midi, ce qui représente la fin de la journée. Donc vous voyez, ça fait déjà une journée qui est quand même assez conséquente. On s'est levé à 6 h, on finit de travailler à peu près à 17 h. Et ça, c'est vraiment pour les journées qui sont plus light parce qu'on peut finir encore plus tard. Encore une fois, ça va dépendre du volume de clients que vous allez avoir. Et puis c'est la fin de journée. J'imagine que si vous avez envie de quitter votre vie dans une grande ville ou dans un endroit grisâtre, c'est aussi pour pouvoir un petit peu profiter de ce genre d'endroit. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais apprécier le coucher du soleil, ou bien je vais boire un verre sur la plage ou retrouver des amis. Ou si j'ai vraiment envie de un petit peu me changer les idées, je vais tout simplement à la salle de sport. Donc ça dépend du planning de plongée que j'ai eu avant, parce que la plongée sous-marine, c'est pas forcément bien conciliable avec la musculation ou le sport à haute intensité. Donc cette journée-là, j'étais pas allé au gym, mais ça m'arrive très souvent quand je finis à 13 h d'aller aux alentours de 18 h, 19 h faire une petite séance de sport avant la nuit, histoire de me changer les idées et d'évacuer un petit peu la pression. Le soir, petit dîner, petite soirée relax, on se couche assez tôt parce qu'après le lendemain, il faut réattaquer très tôt à 6 h du matin. Et souvent, c'est une industrie où vous allez bosser 6 à 7 jours sur 7. Donc voilà pour le petit behind the scene de la journée. Maintenant, je vais vous donner quelques informations pratiques. Peut-être si tu regardes cette vidéo, tu veux devenir dive master ou tu veux devenir instructeur, ou peut-être que tu as déjà un business en ligne et que tu cherches à faire une activité, monétiser une activité. Ça peut être de la plongée, mais ça peut être coach sportif, ou ça peut être aussi une autre activité avec laquelle tu vas travailler avec le corps. Pour moi, le mindset reste le même. Donc déjà, combien on gagne dans cette activité? Alors tu ne vas pas devenir riche, tu ne vas pas te payer une villa à Beverly Hills, mais ça amène quand même un certain nombre d'avantages. On a tout d'abord ce qu'on appelle être payé à la commission. Donc, ce qui veut dire que tu vas prendre un pourcentage des prestations que tu vas fournir. Généralement, quand tu es instructeur, c'est de 25 % à 30 % d'un cours. Et il y a aussi, en parallèle de ça, des salaires fixes. Donc, de mon expérience en Asie du Sud-Est, tu es très souvent payé à la commission. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de contrat de travail et du coup, ça va être un peu, on va t'appeler quand il y aura du travail selon les accords que tu as avec un ou plusieurs dive centers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui travaillent en tant que freelance pour plusieurs centres de plongée et d'autres personnes comme moi qui vont préférer bosser pour un seul centre de plongée. Ça dépend un petit peu de ta personnalité, ça dépend aussi du centre de plongée. Parfois, le fait de bosser pour plusieurs centres de plongée te permet tous les jours de donner des cours. Parfois, un seul centre de plongée est suffisant parce qu'ils ont du volume du client. Donc du coup, ça dépend vraiment un petit peu de ce que tu recherches. Payé à la commission, allez, on gagne, on va dire, de 800 € jusqu'à 2500 € en haute saison pour une personne qui va vraiment charbonner. Donc évidemment, tu t'en doutes, plus tu as de volume de clients, plus tu as de personnes, plus ton salaire va être important. Moins tu as de volume de clients, moins tu donnes de cours, moins tu fais des baptêmes,
plus ton salaire va être bas. Donc comment à la commission gagner de l'argent? Tout simplement en tant qu'instructeur, avoir à chaque fois plusieurs élèves à la fois. Donc ça peut être 2 open water à la fois. Donc ça te fait par exemple 2 open water sur 3 jours et à la fin de semaine, tu en fais encore 2 autres, ce qui représente environ, allez, peut-être 400 € à la semaine. Si tu multiplies 4 par 4, ça te fait à peu près, allez, 1500, 1600 € le mois, pour des mois qui sont pas si mal que ça finalement. Donc les commissions, être payé à la commission, pardon, peut être assez intéressant. Maintenant, le salaire fixe, généralement, ça implique aussi un contrat de travail sur une certaine durée et il faut faire attention parce que finalement, si tu fais énormément de volume de clients, que tu travailles tous les jours, que tu donnes beaucoup de cours, tu peux être perdant si tu as un salaire fixe de 1500 ou 1600 € puisque tu vas faire plus de cours, donc tu devrais gagner plus, mais finalement, ton salaire est fixe. J'espère que vous arrivez un petit peu à suivre là où je veux en venir. Donc voilà, 2 types de possibilités. Être rémunéré à la commission ou être rémunéré en salaire fixe, ça dépend des pays, ça dépend des dive centers, mais de mon expérience, j'ai principalement vu des dive centers qui rémunéraient à la commission, parfois avec une base de salaire fixe, mais qui est vraiment assez basse, qui n'excède jamais 200-300 €. Donc, à vous de faire vos comptes. Maintenant, c'est bien beau, on entend ça, être instructeur, la vie de rêve, voyager, vivre, vous installer dans n'importe quel pays. Mais comment ça se passe en termes de papier? Tout n'est pas si rose que ça. Encore une fois, ça va dépendre des pays. De mon expérience, j'ai vu des endroits où c'était quasiment impossible d'obtenir un visa de travail. J'ai habité aux Philippines, c'est très difficile de travailler avec ce job-là et d'obtenir un visa de travail, tout simplement parce que le travail et pour les locaux et que tu n'amènes absolument aucune compétence exceptionnelle qu'un local ne peut pas faire. Surtout que par exemple aux Philippines, tout le monde parle l'anglais. Donc si tu n'amènes pas vraiment une compétence exceptionnelle, vraiment des langues vivantes ou peut-être une autre activité, ça va être difficile. Donc en Thaïlande, ça va être possible de trouver des visas de travail. D'ailleurs, en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de Western et de gens issus de l'Europe qui travaillaient en tant qu'instructeurs et même dive master. Donc généralement, ça va dépendre de la compagnie, ça va dépendre de ce qu'ils recherchent, mais il y a énormément d'instructeurs qui travaillent avec un permis de travail. Mais soyons honnêtes, il y a aussi énormément de personnes qui travaillent un petit peu sous la table de manière illégale. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les employeurs, s'ils décident de te payer un visa de travail, c'est un investissement financier, c'est aussi un investissement sur une personne. Vont-ils te faire confiance? Quelle est ton expérience? Est-ce que tu vas être fiable? Est-ce que sur une saison, tu vas être capable de travailler 7 jours sur 7 sans être fatigué, sans te blesser, sans être malade? C'est autant d'interrogations qui vont faire qu'un employeur va te délivrer un visa de travail ou non. Bien évidemment, dans cette vidéo, je ne t'encourage pas à travailler de manière illégale. Il faut juste être réaliste sur la réalité du terrain. Énormément de personnes travaillent de manière illégale. Des freelances vont dans des pays, passent de dive center en dive center sans permis de travail parce que c'est pas toujours évident de l'obtenir. Et du coup, il faut quand même faire attention au contrôle avec l'immigration, puisque les contrôles se sont quand même accrus dans ce genre de pays comme la Thaïlande. Bien évidemment, si tu peux avoir le permis de travail, ça va te permettre d'être payé sur un compte en banque, potentiellement d'ouvrir aussi un compte bancaire dans le pays dans lequel tu habites. Mais encore une fois, de mon expérience, ce n'est pas toujours évident d'obtenir le fameux papier. On a aussi tous les endroits un petit peu isolés, on peut les citer comme les Maldives et un certain nombre d'îles où forcément tu vas travailler souvent pour des resorts ou des gros dive centers. Du coup, ils ont besoin de faire venir des gens qui ont une compétence exceptionnelle qui est instructeur et surtout ils ont besoin de personnes qui parlent un certain type de langue. Donc ça peut être le français, l'anglais ou peut-être qu'ils cherchent un français qui a des compétences en espagnol. Du coup là, ils vont te délivrer un visa de travail pour une durée parfois de 6 mois à 1 an selon les propositions et le contrat. Voilà, forcément, chercher un travail, faire attention un petit peu aux conditions de travail finalement qui sont connectées au type de visa que vous allez avoir ou si vous allez décider d'être freelance ou pas. Est-ce que vous allez devoir vous taper les tanks à portée? Est-ce que vous allez devoir nettoyer le dive shop, peut-être les toilettes? Est-ce que vous allez devoir faire des tâches cachées? Autant de choses qui sont importantes à savoir puisque malheureusement, si tu commences en tant qu'instructeur,
il faut être honnête, parfois les dive centers abusent un petit peu sur les conditions de travail et ce n'est pas toujours évident de trouver un endroit qui est réglo en termes de conditions de travail. Donc moi, en tant qu'instructeur, j'ai envie forcément d'enseigner, je n'ai pas forcément envie de laver les toilettes, je n'ai pas forcément envie de porter les cylindres. Donc il faut quand même faire attention au travail gratuit et à rendre trop de services parce que on va en revenir après dessus. La plongée quand même demande, la plongée professionnelle demande un investissement conséquent. Et du coup, il va falloir aussi faire attention à votre santé, la santé physique bien évidemment parce que c'est une discipline rigoureuse, mais la santé mentale. Si vous acceptez un travail dans un endroit très isolé, du coup, il va falloir quand même être préparé psychologiquement puisque vous n'allez pas forcément avoir de vie sociale, il n'y a pas de ville à côté, vous n'allez pas pouvoir sortir. Donc le cercle que vous allez avoir vont être vos collègues, peut-être le manager du shop ou peut-être des gens qui travaillent dans les restaurants aux alentours. Donc du coup, ça peut être aussi délicat. En termes de conditions de travail, faire attention au type de contrat que vous allez accepter, quelles sont les tâches que le centre de plongée vont vous demander. Est-ce que vous allez devoir seulement enseigner? Est-ce que vous allez devoir enseigner mais aussi guider? Est-ce que vous allez devoir vous occuper de la manutention comme j'ai montré dans la vidéo? Est-ce que c'est à vous de porter les cylindres? Est-ce que c'est à vous de charger les bateaux? Autant de questions qui sont importantes puisque tout travail mérite salaire. Et si vous venez en tant qu'instructeur et que vous vous retrouvez à devoir faire toutes les tâches du centre de plongée, ça va vraiment vous rajouter de la charge mentale et de la fatigue physique. Pareil, est-ce que l'endroit où vous allez aller, est-ce que quelqu'un va vous aider à trouver un logement? Est-ce que quelqu'un va vous aider à trouver un scooter ou une moto? Est-ce que peut-être le logement vous est fourni? Est-ce que peut-être il y a un logement partagé pour des instructeurs ou des dive masters? Autant de questions qui sont importantes puisque, comme vous vous en doutez, ça va considérablement vous augmenter votre coût de la vie. Et par expérience, pour avoir habité dans pas mal d'endroits, en ce moment je suis à Koh Lanta et ça a été assez difficile de trouver un hébergement sans devoir le payer 500 € puisque ici, en haute saison, les prix flambent et c'est très compliqué de trouver un logement décent à bas prix. Et pour finir, forcément, on ne devient pas instructeur comme ça. Il y a un investissement personnel, physique et financier. Ce sont quand même des trainings qui coûtent très cher. Et ce que je tire comme morale, parce que je l'ai maintenant fait, c'est qu'il faut faire attention quand vous allez décider de faire un Dive Master Training ou bien un instructeur training, puisque ce petit papier, cette petite carte dont on est si fier ne va pas vous permettre de trouver un travail comme ça parce que vous n'avez quasiment pas d'expérience lorsque vous commencez. Donc je vous encourage à, si vous décidez d'investir cet argent, à bien faire attention de faire votre training dans un centre qui va vous permettre de vous faire une première expérience. C'était mon cas aux Philippines. J'ai fait mes entraînements il y a de ça 2 ans, mais j'ai pu commencer à travailler tout de suite, ce qui m'a permis de me faire une expérience professionnelle, d'avoir un CV et aussi de gagner confiance en mes qualités d'instructeur, ce qui m'a tout de suite permis, après cette expérience aux Philippines, de trouver un autre travail en Thaïlande puisque c'était plus facile pour moi de contacter des employeurs et puis ensuite forcément de continuer les certifications puisque lorsque vous allez commencer, vous allez bien évidemment certifier des débutants. Aujourd'hui, pour ma part, je suis Dive Master instructeur, ce qui veut dire que je peux certifier jusqu'à niveau professionnel. Ça m'a demandé d'autres sacrifices, ça m'a demandé de faire du co-teaching, ça m'a demandé d'investir encore un petit peu d'argent supplémentaire, mais bien évidemment sur le CV, entre quelqu'un qui débute sans expérience et quelqu'un qui a plus d'expérience et qui parle plusieurs langues vivantes, évidemment que les employeurs vont être beaucoup plus réticents à prendre un débutant que quelqu'un qui a de l'expérience puisqu'ils n'auront pas du tout à être derrière vous, à s'occuper de vous. Ils vont vous laisser vous faire votre travail et puis aussi ça va permettre d'augmenter un petit peu votre salaire. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez devenir instructeur, ne pensez pas que vous allez devenir riche du jour au lendemain et aussi essayer d'avoir une stratégie et un plan de carrière et de voir un petit peu, comme on dit en anglais, la big picture, de voir une image un peu plus grande et de ne pas penser que sur 5-6 mois parce que c'est une discipline qui prend quand même du temps et qui demande de la rigueur. Je vous encourage aussi, si vous voulez travailler avec votre corps dans la plongée sous-marine, d'avoir quelque chose à côté, de développer peut-être une activité en ligne puisque dans la plongée, on est quand même assez sujet
aux saisons. C'est la raison pour laquelle parfois certains instructeurs galèrent puisqu'ils passent de saison en saison. C'est quand même assez fatigant. Il faut à chaque fois déménager, se refaire un cercle social, s'adapter aux dive centers dans lesquels vous allez travailler. Donc c'est quand même autant de choses à prendre en considération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je l'ai fait un petit peu en roue libre. J'espère que toutes les informations vous ont été données. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres activités que j'ai en ligne. Je pense que ça intéressera pas mal de monde sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, mettez-moi un like, un commentaire, posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin. Peace.